Et bonjour à tous et à toutes les amis, ici Margoulax, et aujourd'hui nous allons faire un petit point d'actualité. Alors, je suppose que vous avez vu les récents événements qui se sont passés en Turquie avec la visite de la Commission ainsi que du Conseil de l'Europe, donc Charles Michel et Ursula von der Leyen, ce fameux Sofagate dont on parle tant pour le moment. Alors, sexisme, respect du protocole, affaires géopolitiques mondiales, on va un petit peu détricoter cette histoire et on va voir qu'en fait c'est un arbre qui cache une belle forêt. Alors j'ai pris ma petite fiche avec moi. Alors, premièrement, il y a une théorie expliquant que Erdogan serait un homme immensément sexiste et misogyne. Alors, premièrement, il y a un a priori un peu raciste basé là-dessus, pour le coup, c'est juste partir du principe qu'en fait, vu qu'il est musulman et turc, forcément, il méprise les femmes. On a vu dans les récents accueils, notamment de Theresa May et d'Angela Merkel, qu'en fait, il respecte parfaitement le protocole et qu'il accueille les femmes à la même valeur que les hommes. Theresa May a eu droit à son fauteuil de chef d'État, Angela Merkel aussi, quand elles ont visité le pays. Donc, taxer Erdogan de sexisme dans cette affaire est peut-être un petit peu rapide. Et quand on se renseigne, en fait, il y a une autre hypothèse, c'est qu'il y a eu un respect strict du protocole qui fait qu'en fait, Ursula von der Leyen, en tant que présidente de la Commission européenne, n'a pas stature de chef d'État. Ce qui serait le cas de Charles Michel en tant que président du Conseil de l'Europe. Je vous avoue, je n'ai pas regardé le protocole, mais ça pourrait déjà être une raison beaucoup plus logique et cohérente. Car Erdogan a également accueilli un chef d'État, mais c'est un État qui n'était pas reconnu, et quand il l'a accueilli, il ne l'a pas fait s'asseoir dans un de ses fameux sièges, il l'a fait s'asseoir dans le fauteuil. Donc, l'hypothèse du respect strict du protocole, je pense, est la plus cohérente. Et, troisièmement, admettons, Charles Michel est de nouveau en train de se prendre un tollé, et il explique « Ah ben non, mais ça va me traumatiser à vie, je repense tout le temps en ce moment, c'est un affront fait à Ursula von der Leyen, bref. » S'il avait été plus intelligent et si ça avait réellement été un affront, quitte à aller à l'incident diplomatique, car si c'en est un, autant y aller à fond, Charles Michel aurait tout simplement pu se lever et laisser sa place à Ursula von der Leyen dans le fauteuil. Car si c'était une histoire de misogynie, ça aurait été parfait comme symbole, un homme président du Conseil européen qui lègue sa place à la femme présidente de la Commission. Ça aurait été un joli symbole de progressisme et d'inclusion. Mais visiblement, Charles Michel ne maîtrise pas encore tout le langage de l'inclusion et la rhétorique de l'inclusivité. Dommage pour lui. Au-delà de tout ça, cette affaire du Sofagate, en fait, ça me fait doucement rigoler, car en fait, c'est pas réellement le nœud du problème avec la Turquie. Le nœud du problème avec la Turquie, en fait, c'est son adhésion à l'Union Européenne, le fait qu'on finance déjà ce pays alors qu'il n'est pas membre de l'Union Européenne, on lui donne entre 14 et 40 milliards, on lui a donné entre 14 et 40 milliards d'euros. Alors pourquoi entre 14 et 40, c'est un grand chiffre et un grand écart? Parce qu'en fait, les 14 milliards, c'est le chiffre de la Commission, et 40 milliards, ce sont les chiffres du groupe Identité et Démocratie, donc le groupe européen auquel appartient notamment le Front National et Vlaams Belang. Donc j'avoue que je suis quand même pas trop sûr avec leurs chiffres, mais bon, je le dis quand même, c'est entre 14 et 40 milliards d'euros qu'on leur a déjà donné. Donc il y a ça. Alors, il y a aussi la volonté de pérenniser une géopolitique agressive de l'OTAN dans l'espace du Moyen-Orient, et notamment de faire une stratégie d'encerclement de la Russie, et, enfin bref, on va en parler un petit peu plus. Alors, dans les problèmes, comme je disais, entre 17 et 40 milliards ont été donnés à la Turquie, est-ce réellement normal alors que ce pays ne fait pas partie de l'Union Européenne? Alors certains diront que c'est justement pour empêcher les migrants d'arriver chez nous et que la Turquie les bloque. J'ai pas vu qu'ils étaient tellement bloqués, mais pourquoi pas. Mais bon, en fait, le problème c'est que je ne sais pas si Erdogan veut réellement adhérer à la Turquie, car pour l'instant, le statut de la Turquie, je pense, lui convient parfaitement. Elle reçoit de l'argent de l'Union Européenne, qui est quand même assez conséquent, à plusieurs milliards d'euros par an, et en plus, elle fait à moitié partie de l'Union Européenne par ce principe-là, c'est-à-dire qu'elle bénéficie déjà d'une forme de fonds structurels, en gros, et en plus, la plupart de ses clients, en termes de commandes et en termes de commerce extérieur, sont des pays de l'Union Européenne. Donc c'est vrai qu'en étant dans ce statut un peu bâtard, ils peuvent notamment ne pas respecter toutes les normes budgétaires, économiques et tout ça de l'Union Européenne, ce qui leur permet notamment aussi de peut-être booster leur marché extérieur et leur marché intérieur, tout en bénéficiant de fonds structurels en euros. Donc ça, c'est un statut quand même qui est assez intéressant, donc je ne pense pas quand même que Erdogan va vouloir adhérer tout de suite à l'Union Européenne. Et quand on regarde toutes les recommandations qu'elle fait pour changer le régime politique et l'organisation étatique turque, je pense que la Turquie n'est pas prête de se mettre aux normes. Et pourquoi est-ce qu'elle ne se mettra pas aux normes? Tout simplement car nous sommes dans une phase de réaffirmation identitaire dans tout l'espace du Moyen-Orient et dans tout l'espace même mondial à peu près. Il y a beaucoup de pays qui se réaffirment identitairement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un homme qu'on classe à l'extrême droite, d'ailleurs j'ai son livre ici derrière, c'est dans le clash des civilisations, donc le choc des civilisations et l'arrivée du nouvel ordre mondial, de Samuel P. Huntington, où il explique que dans les années 80-90, une nouvelle génération d'enfants, etc., est arrivée, et qu'en fait la rhétorique musulmane a changé, et que par conséquent, l'identité musulmane s'est réaffirmée. Alors l'identité musulmane c'est un peu large évidemment, mais c'est comme ça que c'est dit dans le livre. Et c'est pas complètement faux, car quand on regarde maintenant, en fait, fut un temps, on fantasmait le modèle occidental comme étant le modèle universel, et on voit bien que en fait, la Turquie d'Erdogan a complètement renié le côté occidental qu'elle avait eu sous Atatürk notamment. Donc,
Est-ce qu'un pays qui se réaffirme identitairement comme... qui se réarme et qui se réaffirme identitairement comme étant musulman et traditionnaliste comme la Turquie pourra rentrer dans l'Union européenne et respecter la charte des valeurs fondamentales de l'Union européenne? Je ne pense pas. Donc va se poser déjà ce problème de valeur s'ils veulent adhérer et si nous voulons les faire adhérer, car c'est même, j'ai l'impression, plus nos partenaires européens qui veulent faire adhérer la Turquie que la Turquie elle-même. Autre côté, les pays avec des fortes identités ne respectent pas à 100% les décisions et les recommandations du Conseil et de la Commission européenne. On le voit très bien notamment avec la Hongrie, qui a une forte identité nationale et qui ne respecte pas toutes les recommandations de l'Union européenne. Alors on est pour, on est contre, mais en tout cas c'est le cas. Donc voilà. En fait, c'est faire adhérer la Turquie à l'Union européenne, c'est faire rentrer une nouvelle Hongrie, en gros. Au niveau identitaire, en tout cas, c'est un peu ça. C'est faire rentrer une nouvelle Hongrie. Un pays qui s'affirme très fort et qui va, à mon avis, plus poser de soucis organisationnels qu'autre chose. Alors moi, ça m'arrange bien, je veux qu'on sorte de l'Union européenne, donc si c'est le bordel dedans, tant mieux. Mais je pense pas que cette stratégie va être très payante pour la Commission. Ce serait un peu contre-productif de faire adhérer la Turquie à l'Union européenne, dans le sens que, pour l'instant, on la paye pour bloquer les migrants. On la paye littéralement pour bloquer les migrants qui sont causés par nos guerres et par le fait de vouloir apporter la démocratie au Moyen-Orient. Bref. Donc on les paye pour bloquer les migrants, mais en adhérant à l'Union européenne, ils vont forcément bénéficier du regroupement familial qui est constitutionnalisé dans le traité d'Amsterdam, et donc je vous laisse imaginer ce que ça va donner, un pays musulman dans l'Union européenne et la stratégie de regroupement familial. Ça va être magnifique. Donc ça va être un appel du pied aussi à toute une nouvelle forme d'immigration, qui sera une immigration musulmane entre guillemets, ou du Moyen-Orient. Bon ou mauvais, c'est pas ça la question, mais c'est ce qui va se passer. Ça va être un appel du pied vers des pays musulmans pour dire que l'Union européenne est prête à les accueillir. Ce qui n'est peut-être pas la stratégie sur laquelle on se base depuis 2014. Donc c'est un peu contre-productif. Et de l'autre côté, cette visite, en fait, permet de consacrer et de pérenniser cette géopolitique agressive qu'on a au Moyen-Orient depuis des années, c'est-à-dire qu'en fait, la Turquie, étant membre de l'OTAN, avait déjà commencé à ne plus trop respecter les normes et les règles que l'OTAN avait édictées. En fait, on essaye de remettre la Turquie dans ce giron-là, et quand bien même, parce que certains fantasmaient une Turquie sortant de l'OTAN, certes, mais si elle adhère à l'Union européenne, l'article 42 du traité de l'Union européenne stipule que la politique de défense de l'Union européenne peut tout à fait trouver son cadre dans le traité de l'Atlantique Nord. Donc ça ne changera rien, la Turquie sera toujours sous le giron de l'OTAN, peu importe ce qui se passe. Donc il y a ça, et n'oublions pas aussi qu'à côté, il y a des oléoducs et des gazoducs qui passent, notamment même à travers le pays, il y en a qui passent. Et ça, c'est vrai que ça peut être plutôt intéressant pour l'OTAN, pour l'Union européenne, et donc du coup, de nouveau, des intérêts commerciaux et géopolitiques. Il n'y a pas de politique diplomatique sans intérêt, il faut toujours le retenir, et vis-à-vis de la Turquie, Erdogan le sait très bien, et justement, on est face à un homme qui sait qu'il a face à lui des gens qui ne savent pas bien jouer. En fait, c'est un joueur d'échecs face à des joueurs de dames, quoi. Erdogan joue aux échecs et nous, on joue aux dames. Charles Michel, Ursula von der Leyen, la Commission européenne, tout ça, Erdogan sait très bien qu'en ce moment l'Union européenne n'est pas stable et que ce n'est pas un régime stable, et ça il le sait. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il se permet autant d'incartades en termes diplomatiques, notamment par exemple vis-à-vis d'Emmanuel Macron pendant un moment, vis-à-vis d'Angela Merkel aussi, qu'il a traité, il avait dit qu'Angela Merkel avait des comportements néo-nazis pour je ne sais plus quelle chose. Enfin, l'homme se rend compte qu'il est beaucoup plus en position de force en tant que chef d'État que certains membres de la Commission européenne, car il est soutenu notamment aussi par la diaspora turque, qui est très nombreuse en Europe et même dans le monde, il y a une très grande diaspora turque, et il est très soutenu par cette diaspora. Et tant qu'il aura cette base-là et ce soutien-là, il sera toujours beaucoup plus... il s'affirmera de plus en plus face à l'Union européenne et face aux dirigeants européens qui se permettent d'essayer de lui donner la leçon, alors qu'au final, c'est lui le mieux élu. Ce qui est intéressant avec Erdogan, et c'est ça qui est assez comique, c'est qu'il fait partie de ces chefs d'État dont fait partie notamment Orban aussi, Trump, Orban, Trump, Erdogan, et aussi Bolsonaro par exemple aussi, ces chefs d'État qui en fait analysent la géopolitique mondiale avec des lunettes de politique intérieure, ce qui est le mode de fonctionnement géopolitique le plus adapté, je pense, et donc ça va être assez amusant de voir si l'Union européenne compte faire adhérer un pays comme ça chez nous. Donc, en résumé, la Turquie qui adhère à l'Union européenne, ça va être un appel du pied de tous les pays musulmans et ça va augmenter l'immigration légale et illégale, ça c'est une certitude. Ça va poser quelques problèmes en termes identitaires aussi, car l'identité européenne, si elle existe vraiment, la charte des valeurs de l'Union européenne ne sera pas respectée en Turquie, car on n'a pas les mêmes valeurs et la société n'est pas construite de la même manière. La Turquie d'Atatürk aurait largement pu adhérer à l'Union européenne, mais pas la Turquie d'Erdogan. Donc identitairement, ça posera problème, et il serait temps aussi de voir que le fait de faire adhérer la Turquie à l'Union européenne est plus une affaire de géopolitique et d'oléoducs et de gazoducs au Moyen-Orient qu'une affaire d'altruisme et de fonds structurels gentils. Voilà. C'était un petit résumé de la situation, et pour un petit peu reclarifier le débat. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu sur celle-ci et à la partager tout autour de vous. Si la chaîne vous plaît, si mon travail vous plaît, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche.
Et si vous voulez me soutenir, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux en description, à savoir Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas, le débat c'est le plus important, si vous voulez discuter, je vous invite à aller sur Twitter et sur Facebook. Au revoir à tous et à toutes, c'était Margolax et merci.